durant l'enquête qu'on a faite à l'unité anticollision, que d'entendre des propriétaires, des entrepreneurs, des ingénieurs de petites firmes qui ont été obligés de fermer leurs portes parce qu'ils avaient été menacés par des gens qui voulaient prendre le contrôle. Et à Montréal, on avait 14 entreprises, entrepreneurs qui faisaient la pluie et le beau temps et qui nous chargeaient ce 30 supplémentaire. Donc, ce qu'on réclame, finalement, c'est rien d'autre que d'avoir la justice pour tous. Maintenant, comment on est arrivé à cette situation? Il y a trois explications qu'on peut donner. Est-ce que c'est un problème d'éthique? Sûrement. Est-ce que c'est un problème d'ignorance? Peut-être. Puis ce que vous êtes en train de faire comme travail, c'est justement pour empêcher cette ignorance. Mais il y a aussi beaucoup de passivité. Parce qu'on ne sent pas, quand on paie notre compte de taxes, qu'on se fait voler en même temps d'une certaine façon. Et ça, il va falloir qu'on ait une plus grande conscience sociale là-dessus. Puis c'est pour ça que des rencontres comme aujourd'hui me touchent énormément, parce que c'est vraiment avec vous qu'on est en mesure de faire la différence. Donc, en fait, ce que je vous dis, c'est qu'on ne peut plus vivre sur la planète Terre. Il faut qu'on se parle, il faut qu'on se dise les choses. Il faut que des gens comme vous, qui ont un talent que d'autres n'ont pas, soient en mesure de détecter des problèmes qui peuvent exister. Et quand on regarde la collusion et la corruption, en fait, c'est une multitude de choses qu'on peut faire. En fait, il y a 6 approches. D'abord, faire un diagnostic. J'ai parlé à des gens tantôt qui sont à l'étape du diagnostic. On essaie de voir quel est le problème. Le deuxième, c'est de faire de la prévention. On n'a pas à se réjouir de dire « Ah, on a arrêté quelqu'un qui vient de faire une fraude de 100 millions de dollars parce qu'il nous a chargé trop. » Ce qu'il faut faire, c'est empêcher qu'il nous vole de 100 millions de dollars. Là, on va devenir efficace. Donc, il faut mettre beaucoup d'emphase sur la prévention. La détection, les recherches que vous faites, les logiciels que vous êtes en train de préparer vont nous permettre de voir venir les coups, de détecter des problèmes avant que ça devienne endémique. Après ça, ce sont des mesures qui sont préventives. Après ça, il y a des mesures qui sont correctrices. Bien, une plus grande imputabilité. Je ne peux pas croire, moi, qu'un ingénieur, j'en ai vu tantôt ici dans la salle, j'en veux pas aux ingénieurs, mais qu'un ingénieur, quand il prépare un plan et de vie pour un programme, n'est pas capable de me dire qu'un mur de 100 pieds de long, par 8 pieds de haut, par 1 pied de large, ça va prendre tant de béton. Je ne peux pas croire qu'on se trompe de cette façon-là. On a vu ça ad nauseam dans l'étude de contrat qu'on a fait au ministère des Transports. Donc, on pouvait voir, on est en mesure de détecter qu'il y avait une certaine collusion et peut-être partenariat secret avec des gens. Donc, il faut que ceux qui commettent des erreurs aussi grossières soient capables de le faire. La gouvernance, j'ai mon ami Jean Fortier qui est ici, qui va vous parler et qui va vous parler de gouvernance, justement. Comment on est capable de changer les choses. Puis, il a été président du comité exécutif et vous dire que même si on pose des questions, il est souvent difficile d'avoir des réponses. Et le dernier point, non le moins, mais le dernier, puis vous remarquez qu'il est le plus haut, mais il est aussi le plus étroit. Moi, je ne crois pas que la solution, c'est de trouver des gens... Ah, OK, il est parti. C'était juste pour voir si vous suiviez. OK, alors... attendez, je vais revenir. Bon, on va revenir. Ça, vous l'avez vu. J'ai fait une photo. Et donc, on est en mesure, en faisant de l'application de la loi, de régler des problèmes. On l'a vu, quand on a créé l'opération Marteau, je dis, bon, c'est une bonne chose. Oui, si des gens commettent des crimes, c'est parfait. Mais faire une preuve pour aller devant un tribunal criminel, donc on doit faire une preuve hors de tout doute raisonnable. C'est extrêmement difficile dans les dossiers de collusion, parce que si deux personnes s'entendent alors qu'ils marchent sur la rue, qu'il n'y a pas de micro, qu'il n'y a pas de photo, qu'il n'y a pas de vidéo, puis qu'il n'y a pas de papier de signé, dites-moi comment vous pouvez faire la preuve de l'infraction. Alors, ce que je voulais vous dire avant de peser sur le bouton, c'est que donc, voyez que l'application de la loi, c'est important, mais il y a d'autres choses à faire. Ce que je voulais vous dire, je ne recommencerai pas 2 fois, mais c'est que vous, aujourd'hui,
ce que vous devez travailler, c'est toute la dimension détection. Comment on est en mesure, à la simple lecture d'un contrat, à la simple lecture d'une soumission qui a été faite, de dire il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et pour vous donner un avant-goût, en Italie, parce que j'ai travaillé beaucoup avec des chercheurs italiens là, spécialisés dans le crime organisé, ils ont un programme, un logiciel qui permet à la simple lecture d'un contrat de dire « Oh, alarme, ce contrat à 95%, il y a quelque chose de louche là-dedans, donc portez votre attention. » Par contre, tel autre contrat, avec les algorithmes que vous connaissez mieux que moi, qu'on a mis en place, on a dit « Bardez-vous pas de celui-là, ça semble correct. » Donc, on va cibler, on va faire la détection, mais on va cibler et on va justement porter notre attention vers les contrats qui posent problème. Pour vous, analyser les scandales, je pense qu'ils sont très, très, très révélateurs. Si vous êtes intéressé par la collusion et la corruption, continuez à écouter la commission Charbonneau. Le meilleur est encore à venir. Et vous allez voir qu'il y a des gens qui ont des conduites malhonnêtes, des gens qui ont des fonctions d'élus, de fonctionnaires, ou des gens qui tentent de corrompre les élus et les fonctionnaires. Donc, vous allez être en mesure de tirer des dénominateurs communs à ces problèmes-là. On voit aussi qu'il y a des manques ou même de l'absence de contrôle. Les témoignages de M. Surprenant et Leclerc, les ingénieurs de la Ville de Montréal, en sont des exemples très, très, très clairs. Et on peut voir, encore là, par ces témoignages-là, qu'il y a une mauvaise culture à l'intérieur. J'ai été directeur de police pendant 5 ans. Je peux vous dire que les policiers, il y a 6 000 employés au service de police, les policiers savaient à quelle enseigne je me logeais. Il y a des choses que je ne tolérais pas. Un policier qui a volé 20 $, ben c'est même chose que s'il avait volé 20 000, mais à 20 $, c'est 20 $ de trop, et j'en ai congédié. Donc, des voleurs comme policiers, on n'en veut pas. Il faut que les leaders s'affirment. Il faut que les leaders nous disent quelles sont leurs valeurs. Et quand on sera confronté à un problème, bien, il faut passer de la parole aux actes. Parce qu'on dit en anglais « words are cheap ». Facile de parler, mais est-ce qu'on est capable de passer à l'action? Ça aussi, on veut le savoir. Et quand on fait l'analyse des scandales, si vous prenez les commissions d'enquête, en 1909, il y a eu la commission Cannon qui nous a parlé de la corruption à Montréal. Prenez le rapport fait en 1909, puis prenez le rapport que la commission Charbonneau va faire, vous allez voir, c'est un copier-coller. Qu'est-ce qui est arrivé pendant ces années-là? On a laissé les contrôles disparaître. On a une mauvaise culture d'entreprise qui a été mise, puis les notions d'éthique ont été complètement éludées. Quand j'étais jeune, on avait 4 pôles, finalement, qui nous disaient quelles pouvaient être nos valeurs. Ça a changé, mais on avait la famille, on avait l'école, on avait l'Église, on avait le travail. Chaque pôle, chaque action nous disait ce qu'on pouvait être dans la société. Moi, je viens d'une génération où quand le boss te disait « saute », tu ne demandais pas est-ce que je vais sauter ou pas, tu demandais « à quelle hauteur voulez-vous que je saute ?» parce que tu avais peur de perdre ton emploi. Aujourd'hui, vous êtes des esprits libres, tant mieux. Justement, vos esprits libres vous permettent de questionner des décisions de personnes qui sont en autorité. Quand tu te fais élire, et j'ai été heureux de vivre cette expérience-là le 4 septembre dernier, ça ne te donne pas tous les droits. Tu es juste là comme un instrument pour représenter tes 68 000 citoyens de ta circonscription. Tu es une courroie de transmission et tu te tiens debout pour les valeurs que représente cette communauté-là. Ça ne te permet pas le droit d'aller fouiller dans les poches de ceux qui payent tes taxes et ton salaire. On parle beaucoup du Web 2.0. Les 3 grands principes, ce n'est pas à vous que je vais dire ça, c'est la transparence. Donc, qu'on divulgue et qu'on nous donne les données qui soient réutilisables. Je viens de monter une banque de données dans le cadre des études que je fais là, sur le terrorisme aérien, mais reprendre tous les formats PDF, de reprendre toutes les données et les refaire, c'est extrêmement difficile et il y a beaucoup de données qui sont disponibles. Donc, le gouvernement, dans cet esprit de transparence, pourrait rendre ces données accessibles pour tout le monde
et avoir la possibilité de réutiliser les données. Participation, bien, votre participation, après avoir analysé des données, vous allez peut-être nous donner un angle qu'on n'avait pas prévu. Donc, il faut débattre des données et venir pousser le politicien à dire, écoutez, l'approche que vous prenez, il y a peut-être une autre avenue qu'on pourrait prendre. Donc, de la discussion jaillit la lumière, donc plus grande participation et la collaboration. Mais une fois qu'on a reçu l'information des citoyens qui sont impliqués, c'est le rôle du politicien de faire circuler cette information-là au sein du gouvernement. Les grandes questions que vous devez vous poser, c'est qu'est-ce qu'on cherche exactement? Ce débat-là, on l'a eu à l'unité anticollision au ministère des Transports. Il se donne 4,3 milliards par année de contrats au ministère des Transports. On ne peut pas regarder chacun des contrats. Alors, d'abord, définir ce qu'on veut exactement, qu'est-ce qu'on cherche. Et tenter de comprendre quelles sont les failles dans le système. Une des premières choses qui nous a sauté aux yeux sur des chantiers de construction, c'est que la firme qui faisait les plans et devis était la même firme qui faisait la surveillance des travaux. C'est un non-sens. Et plus il y avait d'extras, plus la firme qui faisait la surveillance des travaux voyait ses revenus augmenter. Donc, c'est la théorie du bar ouvert. Tu prends un coup, tu ne payes pas, c'est les autres qui payent, ça va bien, mais ce n'est pas de même que ça marche dans le vrai monde. Ça nous permet de connaître quels sont les stratagèmes. On en a identifié à peu près une soixantaine uniquement au ministère des Transports, mais je suis sûr qu'on aurait pu pousser encore plus loin. Ça nous permet de connaître quels sont les acteurs, toujours les mêmes qui reviennent. Je parlais à une équipe tantôt qui nous disait que les contrats sont toujours octroyés aux mêmes et quelles sont les contre-mesures qu'on peut mettre en place. Il y a des contrôles légaux des politiques. On ne peut pas faire n'importe quoi, bien sûr, donc on doit rester à l'intérieur d'un cadre légal. Et une fois qu'on a compris qu'il y avait des contraintes légales, il faut aussi comprendre quelle est l'analyse économique qu'on doit faire des politiques qui ont été mises en place. On peut faire un budget, c'est facile, on peut faire un budget puis faire balancer les colonnes. On a un budget qui va nous être donné le 20 septembre prochain. On est capable d'arriver à un déficit zéro, mais à quel prix? Qu'est-ce qu'on coupe? Là, on a appris cette semaine que 25% des budgets de chirurgie supplémentaires ont été coupés dans les hôpitaux. Alors, ben oui, on va balancer le budget, mais il y a des conséquences sociales qu'on ne doit pas négliger. Quelles sont les cibles à viser si vous faites le tour? Ben, l'écart entre les soumissions et le prix réel. Alors, on a des firmes, des entrepreneurs qui vont, disons que notre contrat est évalué à 10 millions de dollars selon les plans et devis, et ils vont vous donner une soumission à 7,5 millions de dollars. Donc, on tue la concurrence. Il n'y a pas personne qui est capable de prendre le risque de perdre 2,5 millions. Mais une fois qu'on a obtenu le contrat à 7,5 millions, là, on y va avec des extras, des réclamations, de sorte qu'entre la soumission qui était à 7,5 millions, le prix visé à 10 millions, souvent on finit à 11, 12, 13 millions. Donc, ça, c'en est un stratagème. Donc, si vous voulez faire des recherches, prenez uniquement le prix ce qu'on a évalué comme étant la valeur réelle du travail effectué, quelle était la plus basse soumission et comment ça a coûté une fois que toutes les factures ont été payées. Regardez des contrats où il y a une généralisation des extras et des réclamations. C'est peut-être la chose la plus facile à détecter là, quand vous ferez l'analyse. L'homologation de produits, ça c'est un fonctionnaire qui a décidé que sur les autoroutes, on aurait des lampadaires numéro X, Y, Z et que ça coûte 300 000 $. Et tu ne peux pas faire une soumission si tu ne mets pas ce lampadaire-là. Pourtant, bien des fois, on s'est aperçu que ce lampadaire qui vaut 300 000 $ pourrait nous coûter 250 000 $ si on l'achetait en Ontario. Mais non, il fallait que ça coûte 300 000 $. Alors, la question qu'on doit se poser, qui est celui qui a pris la décision que ça nous coûte 300 000 $? Quand vous aurez le nom, allez poser des questions, il y a peut-être des bonnes choses à vous raconter. Contrôle serré des acteurs impliqués. Si on avait juste, dans le cas des témoignages de M. Surprenant et Leclerc, si on avait juste déterminé qui a été partie prenante au contrat, on aurait vu qu'il y avait toujours un dénominateur commun. Quand c'était tel ingénieur qui était impliqué au dossier, là, vous reprenez l'autre donnée, que lui, les coûts réels étaient toujours supérieurs à ce qui avait été planifié. Donc, ça, c'est une chose qu'on peut regarder. Les coûts unitaires des produits. Je parlais avec monsieur tantôt, on parlait de ça, les coûts unitaires.
Comment se fait-il qu'on ne sait pas au Québec combien coûte faire 1 kilomètre de route? Comment se fait-il qu'au Québec, on paie 90 $ le mètre carré pour faire des trottoirs, mais qu'à Montréal, ça coûte 180 $? C'est-tu parce que c'est plus froid? C'est-tu parce que c'est plus chaud? Je ne sais pas. Mais à tout le monde, on peut poser la question. Ou il y a quelque chose qui ne marche pas. Une chose est sûre, il n'est pas souhaitable que vous receviez toutes les données. D'abord, il y a des contraintes légales. Quand on est dans un contrat commercial, on ne peut pas donner des informations qui vont permettre, si vous avez découvert la recette pour mettre le caramel dans la caramel, mais vous ne voulez pas que cette information-là soit diffusée partout. Donc ça, il y a des limites à le faire. Quand je parlais du coût unitaire juste avant, aux États-Unis, il y a une loi qui fait en sorte que quand vous soumettez votre projet au gouvernement et que vous vendez le lampadaire, je reviens toujours, à 300 000 $ et qu'on va fouiller vos livres, qu'on s'aperçoit que le même lampadaire, vous l'avez vendu à quelqu'un d'autre à 275 000 $, il y a une loi aux États-Unis qui vous interdit par la suite de faire affaire avec le gouvernement pendant 3 ans. Parce qu'il semble que, je vous l'ai dit, la théorie, c'est la théorie du bar ouvert. C'est pas grave, c'est le gouvernement, ils vont payer. Mais non, il devrait avoir des conséquences à flouer le gouvernement tout le temps. Les seuls bémols, j'ai 4 grandes préoccupations. Comme je le disais tantôt, il faut protéger la saine concurrence. Toute information n'est pas bonne à donner. Il y a des informations qui doivent demeurer secrètes. Et il ne faut pas non plus favoriser le crime organisé. Plus on donne d'informations au crime organisé, par exemple, si je donne la liste de toutes les entreprises qui vont soumettre une offre, bien, comme on le voit actuellement, ce qu'ils font, c'est qu'avant que les offres soient déposées, ils vont aller voir les gens et ils vont dire « Si tu ne veux pas avoir des souliers de course en ciment pour aller faire de la marche sur le Saint-Laurent, mets pas ton nom, autant que faire se peut. » Et donc, vous allez vous ramasser avec peu de soumissionnaires. Donc, il faut faire attention à cet aspect-là, on ne peut pas l'ignorer. Il faut aussi se protéger si on donne trop d'informations aux esprits malveillants, des gens qui vont utiliser l'information que vous donnez pour mieux vous réattaquer par la suite. Il ne peut pas avoir des malheurs là où il n'y en a pas, mais on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Et faire aussi une différence entre un coût unitaire d'un service et le coût d'un produit. Exemple, combien me coûte faire une opération dans un milieu hospitalier versus combien ça me coûterait si j'allais l'acheter à l'extérieur. Il y a 31 milliards de dollars qui est investi chaque année en santé et services sociaux. Il y a à peu près 7 millions de Québécois qui sont en bonne santé. Donc 31 milliards pour à peu près 1 million de personnes qui ont besoin de soins. Est-ce qu'on en a pour notre argent actuellement? Moi, je pense que non. Et c'est pour ça qu'on disait toujours qu'il faut regarder comment on dépense notre argent. En conclusion, parce que je ne veux pas vous endormir, je vous en prie, gardez-vous le droit de continuer à vous indigner. J'ai été un indigné, je suis encore un indigné. Vous devez être des indignés quand vous voyez des injustices. On ne peut pas faire ça seul. Acceptez qu'il y a des gens qui vont vous critiquer, des sceptiques, des défaitistes. Quand on a déposé notre rapport, la première chose qu'on nous a dit, c'est qu'on avait sûrement fumé quelque chose de bon, mais on avait bu ou on était dans un autre espace. C'était pas vrai ce qu'on avait dit. Celui qui a été le plus véhément contre le rapport était le président de SNC-Lavalin. Peu de temps après, il est parti. On cherche toujours 56 millions qui ont disparu parce qu'il nous disait que chez SNC-Lavalin, ça n'existait pas. On cherche 56 millions, puis pour le remercier, ils ont donné 5 millions de dollars. Moi, pour me remercier, on m'a donné un coup de pied au derrière pour que je m'en aille ailleurs. Ça dépend des... Ayez les bonnes cibles à l'œil. Prenez pas trop d'informations. Trop d'informations va vous nuire. Et ça, on l'a vécu à l'unité anticollusion. Donc, on cible quelques parties. Ne vous en faites pas. En commençant à poser quelques questions, les autres informations que vous cherchiez vont vous venir quand même, parce que les gens nous parlent. Vous savez, 99% des employés qu'on a rencontrés au ministère des Transports étaient des gens honnêtes. Et ils ont espéré pendant des années avoir quelqu'un qui vienne leur poser des questions pour qu'ils racontent leur histoire. Quand tu as une famille et des enfants, tu vois des choses pas correctes, tu as peur de perdre ton emploi, c'est normal que tu ne parles pas. Mais il y a des moyens maintenant de le faire et il faut qu'on protège nos dénonciateurs. Puis, changez vos méthodes. La commission Clich en 1974 disait que les recommandations qu'elle faisait seraient bonnes pour à peu près 15 ans.
On a commencé à se réveiller 38 ans plus tard. Qu'est-ce qu'on a fait pendant toutes ces années-là? On a payé plus cher. Donc, juste pour vous résumer, soyez des gens d'action. Parce que dans la vie, il y en a qui sont immobiles. Il y en a d'autres qui sont mobiles. J'ai côtoyé des gens avec qui je travaillais qui se sont promenés avec une feuille de papier toute leur carrière. Ils n'ont pas fait grand-chose, mais il y avait toujours la feuille de papier. Donc, ils sont mobiles. Ça ne donne rien. Mais il y a des gens qui avancent. Et aujourd'hui, la raison pour laquelle j'ai accepté cette belle invitation, c'est que je suis convaincu que vous allez faire avancer les choses. Donc, continuez à avancer. Et sur ce, je suis prêt à répondre aux questions. J'ai trop parlé.